Salut. On discutait avec mon frère des limites de cet article paru sur Bon Pote, intitulé « Loi de Brandolini, doit-on répondre aux cons ?» Coucou Didier. Et j'ai senti une irrépressible envie de rebondir avec une petite vidéo. En fait, je vais essayer d'être rapide et de considérer ça comme une sorte de post-scriptum au principe de charité herméneutique et perspectiviste. Objectif, ne pas dépasser 10 minutes. Je précise que je ne souhaite pas juger l'article. Je ne vais pas le reprendre point par point. Je vais seulement rebondir sur certaines idées impliquées par le texte. Première précision, la question est posée de manière générale, mais l'article se concentre rapidement sur l'activité Twitter de son auteur. Or, je ne veux pas, aujourd'hui, me pencher précisément sur la situation particulière des discussions qui ont lieu sur ce réseau social. Ce sera pour une autre vidéo parce que ça me paraît être un problème singulier. Deuxième précision, je ne rebondis pas sur le fait de reprendre ou contredire une entreprise ou une personnalité publique, comme c'est mentionné. Il me semble effectivement important que certains corrigent les prises de position fallacieuses de celles et ceux qui jouissent d'une forme d'autorité ou d'un pouvoir important de diffusion. Je ne rebondis que sur ce qui concerne l'interaction entre anonymes. Le premier problème soulevé est donc de savoir à quoi renvoie le terme « con ». Ici, visiblement, il désigne une personnalité stupide, naïve ou désagréable. Je reconnais à l'auteur de préciser qu'on est tous le con de quelqu'un, mais si vous voulez mon avis, ça ne suffit pas et le mal est fait. J'y reviendrai à la fin de la vidéo. Le principe de la loi de Brandolini, de son auteur Alberto Brandolini, justement via un tweet, décrirait une forme d'asymétrie entre la production de bêtises et la réfutation de bêtises. Il s'agit de dire en gros Les cons disent des conneries toute la journée et ça ne leur demande aucun effort. C'est spontané et facile. Tandis que ça leur demande du temps et du travail de leur démontrer que ce qu'ils ont dit est bête. Donc on se demande, est-ce que ça vaut le coup? La question est posée en termes de rentabilité. Bon, qu'est-ce qui m'ennuie avec ce type d'approche? D'abord, ça enferme le débat, la discussion, ou tout type d'interaction entre individus dans un cadre extrêmement restreint et réducteur, à savoir ce qu'on pourrait appeler l'échange de conclusions. J'en parlais un peu dans ma vidéo sur l'apprentissage, mais je pense qu'il va falloir creuser ce truc davantage un autre jour. Pour faire bref, c'est l'idée qu'une croyance est associée à des pensées, et qu'une pensée c'est comme une vague. Or, la conclusion ou l'expression de la croyance, genre Je crois que la Terre est plate. c'est seulement l'écume de la vague, l'aboutissement de la pensée. Si l'on ne se penche pas une seconde sur ce qui produit cette conclusion, sur ce qui est derrière la phrase qui est énoncée, en fait, on limite terriblement le potentiel de l'interaction. On ne s'intéresse pas du tout à autrui, ni même à la société, comme ensemble de tendances idéologiques. Et puis c'est un peu comme si on réduisait autrui à une machine à débiter des informations, et que l'unique but était de vérifier si les informations qu'il exprime sont correctes ou non. C'est super binaire et intéressé. On se demande si ce que dit Jacques est vrai ou faux, ou si c'est dans notre intérêt d'adopter sa croyance. Alors qu'on pourrait se dire Ce que me dit Jacques est d'abord un moyen d'entrer en contact avec une sensibilité. c'est tomber dans ce travers super naïf qui conçoit la vérité comme un truc acontextuel et transcendant aux communautés humaines. Comme si une pensée ou une croyance pouvait être intéressante, bête, dangereuse ou bénéfique, indépendamment de la sensibilité des êtres humains. Ce rapport quasi mécaniste à la parole d'autrui donne l'impression que la seule forme de dialogue possible, c'est deux machines qui se décodent, avec Jacques qui dit « Je crois que X. et Pierre qui répond » Vous vous trompez, en fait c'est non-X. c'est tout, rien d'autre. Au passage, ça semble indiquer une haute confiance dans nos capacités à interpréter correctement ce qui est dit. On dirait que les discussions ressemblent de plus en plus à ça, on ne cherche pas à comprendre l'autre, d'où il vient, d'où il parle, on ne fait qu'analyser la forme finale de la croyance. On dirait alors qu'il y a comme une sorte de grande compétition rationaliste sceptique, où chacun s'entraîne de son côté pour devenir le plus affûté possible en termes de biais cognitifs, d'argumentaire rationnel, de bayésianisme, histoire d'être une espèce de machine radar à croyances incorrectes. Bip bip bip, monsieur machin a dit ceci, or ceci est faux. Franchement, vous n'avez pas l'impression que c'est une espèce de concours à qui sera le plus performant dans sa capacité à identifier les raisonnements fallacieux? Et en plus, ça tombe rapidement dans un truc de police de la pensée, où tout le monde se corrige mutuellement, sans jamais prendre 5 minutes pour essayer de concrètement se mettre à la place de l'autre. Donc on passe à la trappe toutes les interactions alternatives. Pierre pourrait demander à Jacques pourquoi il pense X, ou il a entendu parler de X la première fois. Pierre pourrait essayer de comprendre pourquoi Jacques est séduit par X, essayer de voir quels sentiments et idées sont rattachés à la croyance en X, etc. Mais non. La question qu'on préfère poser visiblement n'est pas « Quelle est la meilleure réaction possible face à ce qu'on identifie comme une connerie? mais plutôt Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de contredire une connerie ?» voilà, l'alternative c'est contredire ou rien. C'est pas très ambitieux aussi. Donc, 1, pour jouer les rationalistes, ça c'est ce qu'on appelle un faux dilemme. Il y a plein d'autres réponses possibles autres que la contradiction. Et 2, vous vous rendez compte de l'approche comptabiliste du truc? Est-ce que la connerie du con vaut que je dépense mon temps précieux? Bon, je trouve pas ça ouf. D'autant qu'on pourrait dire ça me coûtera moins d'énergie d'essayer de comprendre quelqu'un qui dit un truc qui me paraît bête que de chercher à vouloir lui montrer que c'est bête. C'est là que je trouve la loi de Brandolini un peu décevante, parce qu'elle est toujours comprise du point de vue de mon intérêt personnel, jamais du point de vue charitable.
Si on écoute cette loi avec l'esprit de charité, on se dit qu'on va plutôt se demander comment faire pour que ça me fatigue le moins possible. Comment faire pour devenir le plus patient, le plus empathique, le plus ouvert dans la discussion. Comment faire pour mieux comprendre autrui et étouffer mon réflexe de juger son discours ou ses croyances. Pourquoi c'est pas du point de vue de ces critères qu'on essaie de progresser? Même une phrase qui nous paraît idiote, elle est produite par un point de vue, et être charitable, c'est prendre ça un minimum en compte, avec un peu d'amour pour son prochain. Juger une personne en termes de bêtises sur la seule base de l'expression de sa croyance, c'est assez simpliste en plus d'être totalement inefficace. Il est dit quelque part dans l'article que les réponses partent d'un bon sentiment. Bon, là aussi c'est naïf. Pas besoin d'avoir fait une licence de psychologie pour savoir que lorsqu'on corrige quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on a le cœur pur et qu'on défend la vérité. Chaque Pierre qui contredit un Jacques le fait parce qu'il en a envie, sinon besoin. Il semblerait donc qu'un con, ce ne soit pas tant quelqu'un qui nous dit une connerie, que celui qui tient un discours qu'on trouve bête et qui nous agresse. Il faut qu'il y ait ce sentiment que c'est nocif, qu'il vaudrait mieux que ces gens ne s'expriment pas si c'est pour dire ce genre de choses. Du coup, il faudrait reconnaître que si l'enjeu est éthique et politique, cela demande de se pencher sérieusement sur ce que l'on peut espérer d'une interaction verbale entre individus. Le problème ne se réduit pas à notre petite personne et à nos sentiments du genre « Oh, j'ai discuté avec Jacques aujourd'hui et j'en ressors très frustré. » Oui, en fait, on s'en fout. Comme je disais, je n'aime pas du tout l'emploi méprisant du mot con. Ce mépris est inutile et contre-productif. Je trouve que ça ne mène à rien de continuer à penser en termes de personnes. Comme on disait, chaque pensée, plus ou moins sophistiquée, est produite par un ensemble de forces, et ces forces ne sont pas toutes très compliquées à identifier. On pourrait dire ceci, le problème n'est pas que Jacques pense que la Terre est plate. La croyance de Jacques n'est que l'effet d'un problème plus vaste et plus intéressant, à savoir que le monde est tellement injuste que les gens comme Jacques ont perdu toute confiance dans les instances dirigeantes et qu'ils ont besoin de s'accrocher, à travers des conspirations, à l'idée d'un ordre secret pour essayer de comprendre comment la société peut être aussi mal foutue. Le problème, c'est pas que Jacques croit que la Terre est plate, le problème c'est ces news. Contredire un platiste, c'est quand même le degré zéro de l'ambition, autant sur le plan intellectuel que sur celui des relations humaines. Le billet de mon pote se termine avec une mention à Alexandria Ocasio-Cortez et son discours qui a fait le tour du monde en réponse à l'agression verbale de Ted Yoho, laissant par là entendre que parfois ça a du bon de répondre aux cons. Mais Alexandria Ocasio-Cortez n'a pas déconstruit une croyance bête. Elle s'est faite insulter personnellement par un élu et a fait un travail politique qui consiste à exposer au sein d'un cadre institutionnel les significations sociales et politiques de cette insulte. C'est tout à fait différent. Je finirai sur le problème de l'excès de confiance dont j'ai déjà parlé ici et là. J'ai répété et je continuerai de répéter que ce danger concerne particulièrement les gens qui ont une ambition intellectuelle. Quelqu'un comme Lay de Science for All est le premier à mettre en avant ce danger dans ses vidéos sur les probabilités. Pourtant, il est complètement coupable d'excès de confiance quand il s'aventure sur la question politique, un sujet qu'il ne maîtrise pas du tout. S'il dit ces conneries-là, c'est précisément parce que par ailleurs, il a des compétences intellectuelles. C'est tout bête. Savoir raisonner dans tel ou tel domaine nous donne le sentiment d'être intelligent. Alors, on s'autorise à aborder d'autres domaines qui demandent en fait d'autres compétences. Maîtriser le raisonnement logique ne suffit pas à pouvoir aborder n'importe quelle problématique politique, sociale ou philosophique. Et puis, on conçoit généralement l'excès de confiance comme une disposition problématique parce que cela conduirait les gens à affirmer avec aplomb des choses possiblement fausses. Mais cela masque une dimension à mes yeux importante. L'excès de confiance n'est pas seulement un problème quand on se trompe, c'est aussi un problème parce que c'est une attitude globalement désagréable et contre-productive. On n'est jamais trop humble. L'excès de confiance, c'est relou même quand on a raison. Donc si en abordant une discussion, on essayait un peu moins de se faire comprendre et un peu plus de comprendre l'autre, ça devrait déboucher sur des interactions un peu plus fertiles. C'est tout pour cette fois. Salut!